Je travaille sur le papier de Saclay, le laboratoire de sciences du climat et de l'environnement, et j'ai le plaisir de présider le jury de cette thèse aujourd'hui. Donc, qui s'intitule Les légumineuses à graines dans l'agriculture européenne face au changement climatique, modélisation, perception des acteurs et conception politique. Un programme et qui va nous être présenté par Marie Marceau-Bazouni pendant 45 minutes à peu près. Je vais commencer par vous présenter la composition du jury. Puis ensuite prendra la parole à l'issue de la soutenance de Marie. Donc, nous avons tout d'abord ces deux encadrants. Marie-Hélène Geoffroy, directrice de thèse, agronome, directrice de recherche à l'INRAE, à l'UNF Agronomie Saclay. Nicolas Guipard, enseignant-chercheur, maître de conférence à AgroParisTech, co-encadrant de cette thèse. Ensuite, nous avons deux rapporteurs ici présents. Jacques-Éric Bergès, agronome, directeur de recherche INRAE à l'UNR à Toulouse. Christian Huyghe, généticien, agronome aussi, sûrement, directeur de recherche INRAE à Lusignan. Et puis ensuite, nous avons trois examinatrices et examinateurs. Donc, Sophie Hoc, professeure en sciences de gestion au MIN Paris. Laure Ossard, agronome, directrice de recherche à l'INRAE, UMR Innovation Montpellier. On a beaucoup d'INRAE dans le jury. Et Thomas Nem, agronome, professeur à Bordeaux Sciences chef de département INRAE. Et puis nous avons une invitée qui est à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, Aline Vandenal, qui clôturera un petit peu le débat sur les prises de parole des membres du jury. Et je crois que je n'ai oublié personne. C'est le moment de parler. Donc, très bien. Donc maintenant, bien, nous allons donner la parole à Marie. 45 minutes. Merci Nathalie, merci à toutes et à tous d'être présents pour la soutenance de ma thèse qui donc s'intitule Les légumineuses à graines dans l'agriculture européenne face au changement climatique, modélisation, perception des acteurs et conception de politique publique, et qui a été préparée à l'UMR Agronomie sous la direction de Marie-Hélène Geoffroy et Nicolas Guipard. Je vais commencer par définir ces légumineuses à graines. Évidemment, les diapos ne passent pas, sinon c'est pas drôle. Voilà. Je vais commencer par définir ce que sont les légumineuses à graines. Donc, c'est une famille de plantes qui produisent des fruits en forme de gousse qui contiennent des graines et qui ont la particularité de pouvoir fixer l'azote atmosphérique via une symbiose avec des bactéries du sol. Et dans ma thèse, je m'occupe plus particulièrement de 5 espèces, le soja, le pois, la févrole, la lentille et le pois chiche. Les légumineuses à graines rendent de nombreux services. Donc, leur principale qualité, je l'ai dit, c'est leur capacité à fixer l'azote atmosphérique, ce qui fait que leur insertion dans les systèmes de culture permet de réduire l'utilisation d'engrais azotés de synthèse. C'est des cultures de diversification qui fournissent des services agronomiques comme la rupture de cycle de certains bioagresseurs. Leurs graines se consomment pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Et pour l'alimentation humaine, on sait que c'est associé à un certain nombre de services nutritionnels. Autant de services et de qualité qui leur donnent a priori un rôle à jouer dans l'atténuation du changement climatique via leur rôle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un certain nombre de secteurs. Malgré tous les services qu'elles rendent, c'est des cultures qui sont peu présentes dans les systèmes de culture européens. Ici, vous avez la part des terres agricoles cultivées en légumineuses à graines en Union européenne et en France. Ce que vous voyez, c'est que depuis les années 60, si on prend l'Europe par exemple, la surface n'a pas cessé de diminuer. Et aujourd'hui, si on prend toutes les légumineuses à graines, dont le soja, on est à peu près de l'ordre de 3% des surfaces. En moyenne dans le monde, c'est plutôt de l'ordre de 15%. Donc l'Europe est une zone où les légumineuses à graines sont relativement absentes. En France, la dynamique est un peu différente, mais on retrouve un constat similaire. Et à titre de comparaison, le blé représente à peu près 20% des surfaces et c'est assez stable. Et le colza a vu ses surfaces augmenter de manière constante depuis les années 60. En conséquence de ça, l'Europe est très dépendante des importations, que ce soit de soja ou des légumineuses à graines qu'on consomme, nous, dans l'alimentation humaine. Et ce, malgré la mise en place au cours du temps d'un certain nombre de dispositifs de soutien, par exemple via la PAC, la politique agricole commune de l'Europe. Donc là, je vous mets quelques exemples. Dans les années 70, on a eu la mise en place de prix garantis pour un certain nombre de légumineuses à graines. En 2003, c'est une prime protéine qui a pris le relais.
Et depuis 2013, on a un système d'aide couplé qui permet de soutenir ces cultures-là. En France, dans les années 20, on a même eu une stratégie nationale protéines végétales qui visait enfin, le soutien de ces cultures. Et on a un objectif d'augmentation des surfaces qui est inscrit dans le code rural et qui, cette année, a été rehaussé à 10% d'ici 2030. Donc on est face à un paradoxe entre tous les services que ces cultures fournissent, toutes les politiques publiques qui visent à leur développement et leur absence relative dans les systèmes de culture européens. Paradoxe qui s'explique par ce qu'on appelle une situation de verrouillage sociotechnique, c'est-à-dire une situation où une technologie, ici des systèmes de culture plutôt intensifs, peu diversifiés, deviennent tellement la norme qu'il est difficile d'en changer, même s'il existe une autre alternative plus souhaitable, comme des systèmes diversifiés avec des légumineuses à graines. Concrètement, dans le cas des légumineuses à graines, ça signifie que si vous prenez une filière, ici très simplifiée, à chaque maillon des filières, les acteurs vont rencontrer des freins et des obstacles qui vont les empêcher de diversifier avec des légumineuses à graines. Euh, En plus de tous ces freins, on peut faire l'hypothèse que le changement climatique représente un frein supplémentaire. Si on reprend le fil de la presse agricole depuis 2020, on se rend compte que on assiste à une multiplication des unes qui signalent des conditions climatiques particulièrement défavorables pour ces cultures-là et des récoltes particulièrement décevantes. Le changement climatique, pour mémoire, en Europe, ça se manifeste par une augmentation moyenne des températures. Ici, vous avez deux projections des variations de température moyenne annuelles à moyen et long terme par rapport aux années 80-2005, issues du scénario de plus haut réchauffement. L'Europe est une zone qui se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale et dans certaines zones, l'augmentation des températures est prévue jusqu'à 4-6 degrés. Le changement climatique, c'est aussi une évolution du régime de précipitation, avec une augmentation moyenne des précipitations prévues dans le nord de l'Europe, une diminution moyenne prévue dans le sud, et entre les deux, une zone où les modèles divergent. C'est aussi une augmentation de l'évapotranspiration, un assèchement des sols, autant de phénomènes qui ont des conséquences sur la production agricole. Et en particulier, il y a des études qui ont montré que le changement climatique passé a déjà eu un impact sur les rendements du blé, donc un impact négatif sur les rendements du blé à l'échelle de l'Europe. Et d'autres études projettent un impact du changement climatique futur qui pourra être négatif ou positif en fonction des espèces et des régions qu'on considère. Le changement climatique, c'est aussi une augmentation de la variabilité interannuelle et des événements extrêmes. Ici, je vous mets trois exemples qu'on a tous en tête. 2003 avec la vague de chaleur, 2016 où les conditions ont été particulièrement problématiques pour les céréales, la sécheresse de 2022. Autant d'années climatiques difficiles qui seront amenées à se multiplier dans le futur. À l'heure actuelle, on dispose de peu de données sur la manière dont les légumineuses à graines vont réagir au changement climatique. Il y a eu un certain nombre d'études en conditions contrôlées qui ont été réalisées, qui ont permis de mettre en évidence un impact négatif du changement climatique de certains paramètres du changement climatique. Donc un impact négatif des stress hydriques et thermiques, par exemple, un impact positif d'autres variables comme l'augmentation de la concentration en CO2, et qui ont permis de mettre en évidence le fait que ces cultures étaient particulièrement sensibles via le fait elles utilisent la fixation symbiotique pour leur nutrition azotée et que cette fixation symbiotique est particulièrement sensible au stress climatique. Ce qu'on sait moins bien, c'est finalement l'impact qu'aura la combinaison de tous ces différents facteurs du changement climatique sur ces cultures-là. Autrement dit, on manque encore d'informations sur l'impact du changement climatique sur le rendement, la variabilité des rendements et les services fournis par les légumineuses à graines. Dans ce contexte, ma thèse vise à synthétiser les connaissances existantes et à produire de nouvelles connaissances sur l'effet du changement climatique sur les légumineuses à graines en Europe et à concevoir des stratégies d'adaptation pour créer les conditions favorables au développement de ces cultures face au changement climatique. Ma première hypothèse étant que le changement climatique représente un frein supplémentaire pour ces cultures-là et nécessitera la conception de solutions d'adaptation innovantes. Pour valider ces hypothèses, j'ai structuré mon travail en quatre grands axes. J'ai commencé par réaliser une synthèse de la littérature scientifique.
Ensuite, je suis allée voir du côté des acteurs impliqués dans le développement des filières légumineuses à graines pour comprendre comment eux perçoivent au quotidien le changement climatique, son impact sur les légumineuses à graines, son impact sur leurs activités et comment ils projettent de s'adapter. Cette deuxième étape, comparée avec la synthèse de la littérature que j'avais réalisée précédemment, a permis d'identifier des décalages entre les connaissances disponibles et les besoins des acteurs et a motivé une troisième phase de modélisation qui visait à combler certaines de ces lacunes identifiées. Ces trois axes ont permis de dresser un constat de l'impact du changement climatique sur ces cultures. La question après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça, c'est l'objet de mon axe 4, qui se nourrit de toutes les connaissances produites lors des axes précédents pour concevoir des stratégies d'adaptation et en particulier des stratégies d'adaptation qui font appel aux politiques publiques. Aujourd'hui, je vais passer très très vite sur l'axe 1 pour pouvoir me concentrer sur les résultats des axes suivants. Donc rapidement, cette synthèse de la littérature que j'ai réalisée au début de ma thèse, je me suis intéressée en particulier aux travaux qui avaient utilisé des approches de modélisation pour étudier l'impact du changement climatique sur les performances des légumineuses à graines, rendement, services et autres. La modélisation est un outil qui, a priori, semble assez adapté pour étudier la réponse des cultures au changement climatique, qui a été largement mobilisé pour des cultures majeures comme les céréales. Mais ce qu'a montré cette synthèse de la littérature, c'est que finalement, c'était une approche qui avait été très peu mobilisée pour les légumineuses à graines. Et en particulier, on a très peu de travaux de modélisation pour d'autres espèces que le soja. Et pour l'illustrer, je vous montre ici le nombre d'articles que j'ai trouvés en Europe qui utilisent de la modélisation par espèce de légumineuse. Pour certaines espèces, il y a très peu de matériaux et le soja représente 80% des travaux disponibles. À la suite de cette synthèse de la littérature, j'ai donc cherché à comprendre comment les acteurs des filières, impliqués dans le développement des filières, perçoivent le changement climatique et ses conséquences. L'idée étant que pour espérer mettre en place des stratégies d'adaptation pertinentes, il faut déjà comprendre les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés au quotidien. Il y avait plusieurs études qui avaient été réalisées en Europe pour comprendre la manière dont certains acteurs perçoivent le changement climatique, mais aucune n'incluait de légumineuses à graines. Donc, j'ai réalisé une enquête en France avec une trentaine d'entretiens semi-directifs avec des acteurs impliqués à différents maillons des chaînes des filières. En amont avec des sélectionneurs, en aval avec des coopératives, des industries, et puis des acteurs du conseil, de l'administration, etc. Un premier résultat de cette enquête, c'est que les acteurs interrogés ressentaient d'ores et déjà un impact du changement climatique. Cet impact était variable en fonction des espèces qu'on considère. Donc ici, vous avez les résultats sous forme de carte de chaleur. En ordonnée, vous avez tous les aspects du changement climatique qui ont été évoqués par les acteurs interrogés. Et chaque colonne représente une espèce. Donc je vous ai mis le pois, la lentille, le soja et celle à droite, c'est le total, toutes espèces confondues. Si on prend la dernière colonne, celle de droite, on a le palmarès de toutes les difficultés identifiées par les acteurs liées au changement climatique. Donc sans surprise, en tête, il y a une préoccupation sur les stress hydriques et thermiques qui deviennent plus intenses ou fréquents au dire des acteurs, une augmentation de la pression des bioagresseurs et un climat qui est perçu comme plus aléatoire avec des saisons moins prévisibles. Maintenant, il y a des subtilités en fonction des espèces. Le poids, les principales difficultés remontées par les acteurs, c'est les stress hydriques et thermiques, l'augmentation de la pression des bioagresseurs et puis des hivers qui radoucissent et qui augmentent les risques de gel, en particulier de gel tardif. Les deux premiers étaient surtout mentionnés pour le poids de printemps, tandis que les deux suivants étaient surtout mentionnés pour le poids d'hiver. Pour les lentilles, outre les stress hydriques et thermiques, il y avait une grosse préoccupation sur l'intensification des précipitations, avec un risque de verse pour cette culture-là. Pour le soja, la principale difficulté mise en avant, c'est la pression sur les ressources en eau et l'irrigation. Et dernière chose intéressante, c'est qu'un certain nombre d'acteurs interrogés ont identifié des aspects positifs au changement climatique. Certains l'ont vu comme une opportunité. Alors pour le poids, ils étaient 9% à voir le changement climatique comme une opportunité. Pour la lentille et le soja, il y a jusqu'à 20% des acteurs qui considéraient que ça pouvait être une opportunité dans certaines régions. Les résultats dépendaient aussi des zones géographiques. Donc les stress hydriques et thermiques ont été mentionnés
globalement de manière assez uniforme sur le territoire. Par contre, il y a des stress qui sont revenus plus fréquemment dans certaines régions que d'autres. Et en particulier, l'intensification des précipitations a été plutôt mentionnée dans le nord. La pression sur l'irrigation a été mentionnée un peu partout, mais surtout dans le sud. Et puis le quart nord-ouest a été la zone où les acteurs ont identifié le plus d'opportunités pour de nouvelles espèces, par exemple du pois chiche en Bretagne. Deuxième résultat, outre en dehors de certaines espèces dans certaines régions, comme je viens de vous le montrer, le changement climatique était plutôt perçu comme un obstacle au développement de ces cultures-là. Le principal obstacle identifié, donc les acteurs identifiaient un lien entre changement climatique et des rendements de plus en plus fluctuants, ou alors des rendements en baisse, et identifier le changement climatique comme un des facteurs qui pouvait contribuer à la baisse de compétitivité de ces espèces par rapport à d'autres espèces. Ça avait des répercussions ensuite sur toute la filière, avec notamment du côté de la collecte et de la transformation, des difficultés à sécuriser l'approvisionnement, des volumes, des rendements, des qualités en baisse ou plus fluctuants. Et puis, pour d'autres acteurs des filières ou en appui des filières, ce changement climatique pouvait se traduire par un désintérêt des agriculteurs qui met en péril, en quelque sorte, qui peut mettre en péril la filière. Troisième résultat, les acteurs interrogés s'adaptent déjà ou avaient l'intention de s'adapter. Et là encore, les stratégies d'adaptation dépendent un petit peu des acteurs qu'on considère. Il y avait une piste d'adaptation au niveau de la sélection, avec la sélection de variétés plus résistantes. Au niveau des acteurs des coopératives et du conseil agricole, il y avait une stratégie identifiée qu'on peut résumer par cette formule, la bonne espèce au bon endroit avec la bonne conduite. L'idée étant que pour s'adapter au changement climatique, on peut essayer de jouer sur une combinaison de 4 leviers au niveau du choix de la variété, au niveau des ajustements des itinéraires techniques, par exemple modifier la date de semis, au niveau d'ajustement au niveau des systèmes de culture, donc passer sur de la double culture de soja, par exemple, dans des zones où le climat commence à être favorable à ce genre de pratiques, et de déplacement d'aires de production avec l'introduction de nouvelles espèces, là où on ne pouvait pas les cultiver précédemment. Et au niveau de l'aval de la filière, il y avait une stratégie d'adaptation centrée sur la diversification de l'approvisionnement. L'idée étant pas tous les œufs dans le même panier, donc diversifier mon approvisionnement pour, pour répartir les risques. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a plusieurs acteurs interrogés lors de cette enquête qui ont émis l'idée que peut-être toutes ces stratégies identifiées n'allaient pas être suffisantes face à l'ampleur du changement climatique et qu'il serait nécessaire d'avoir une coordination des efforts des différents acteurs. Et en particulier, ils ont mis l'accent sur des leviers qui leur semblaient forts au niveau de la structuration des filières et d'un soutien accru des politiques publiques, leviers sur lesquels ils exprimaient ne pas avoir la main. Donc, en conclusion de cet axe, les acteurs ressentent déjà un impact du changement climatique. Dans certaines zones et pour certaines espèces, ça peut être positif. Globalement, c'est plutôt perçu comme une contrainte. Euh, mais j'avais pu constater précédemment dans la synthèse de la littérature qu'il n'existait pas d'études de modélisation qui permettaient de savoir si ce constat fait avec 30 entretiens était généralisable à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe. Donc ça, ce sera l'objet de mon axe 3 que je vais présenter tout de suite après. Et puis, dernier résultat, les acteurs s'adaptent déjà, mais pour identifier et expriment un besoin d'appui au niveau des politiques publiques pour surmonter les freins qui peuvent exister à l'adaptation. Et donc ça, ce sera l'objet de mon axe 4. Donc mon axe 3 est un axe de modélisation qui était en partie motivé par les résultats de l'enquête réalisée précédemment et par le fait qu'il existait peu de travaux de modélisation sur d'autres espèces que le soja. Donc l'objectif de cette modélisation, c'était de comprendre quelle avait été
et quel sera l'impact du changement climatique sur les rendements de différentes espèces. Donc j'ai choisi d'étudier le poids et la févrole pour laquelle des données de rendement étaient disponibles en quantité suffisante pour mettre en place ce travail de modélisation. Et surtout de comparer à des espèces non légumineuses. Et là, j'ai choisi le colza et le blé qui étaient ressortis des entretiens comme des espèces qui étaient souvent mises en concurrence dans les choix de rotation des agriculteurs, notamment, pour voir si, oui ou non, les légumineuses à graines étaient impactées par le changement climatique et si elles l'étaient a priori plus que d'autres cultures. Donc j'ai procédé en deux temps. J'ai commencé par réaliser une étude statistique qui avait uniquement pour objectif de caractériser l'évolution des rendements observés. Donc comprendre si oui ou non les rendements avaient été davantage en déclin que ceux du colza et du blé. Et dans un deuxième temps, j'ai procédé à une étude d'attribution qui avait pour objectif de quantifier l'impact du changement climatique sur ces évolutions. Donc pour l'étude statistique, j'ai collecté des données de rendement depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, à partir des statistiques officielles de 36 pays européens. Donc vous avez ici la zone d'étude, à l'échelle généralement du département ou de la région. Et donc pour chaque région ou département, j'avais la série des rendements observés depuis les années 80. Et pour chaque série, j'ai ajusté plusieurs modèles, donc un modèle linéaire par morceau, des plateaux. Sur la base d'un certain nombre de critères de sélection, j'ai sélectionné le meilleur modèle. Donc là, dans l'exemple que je vous montre à l'écran, le meilleur modèle aurait été un plateau supérieur. Et en fonction de la forme de la courbe, j'ai caractérisé le rendement comme étant croissant, en déclin ou stagnant. Ici, typiquement, ça aurait été stagnant. Donc ça permettait de décrire l'évolution des rendements. Ensuite, l'objectif, c'était de quantifier la contribution du changement climatique. Et pour ça, j'ai fait appel à des approches de machine learning avec des forêts aléatoires. Donc, j'ai repris les données de rendement depuis les années 80. J'ai pris des données de climat observées depuis les années 80, issues de la réanalyse ERA5. Et pour chaque espèce, pois, févrole, colza et blé, j'ai entraîné et évalué un modèle de forêt aléatoire qui prend en entrée le rendement, le climat, et qui tire une relation entre climat et rendement. Donc, si on lui donne une nouvelle année climatique donnée, il est capable de prédire le rendement. Donc, à la suite de ça, j'ai utilisé deux jeux de données jumeaux. Un jeu de données depuis les années 80 avec changement climatique. Un jeu de données fictif qui correspond au climat qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu de changement climatique. J'ai modélisé le rendement avec et sans changement climatique et j'ai comparé les deux pour avoir l'impact du changement climatique. Et les modèles développés avec cette approche-là avaient des capacités de prédiction assez satisfaisantes. Ici, vous avez le rendement prédit sur le rendement observé en fonction de trois modalités de validation croisée avec des R carrés de l'ordre de 0,7. Donc, un premier résultat de cette approche, donc un résultat pour commencer de l'étude statistique des rendements, c'est que effectivement, les rendements des légumineuses sont en déclin dans un certain nombre de zones. Vous l'avez ici sous forme de carte. Toutes les zones roses sont des zones où les rendements sont en déclin depuis les années 80. Si vous prenez la févrole et le pois, vous voyez que ça correspond à peu près 50% des zones pour lesquelles j'ai pu récolter des données de rendement. Si on compare avec le colza et le blé, on voit que le colza et le blé ont plutôt des rendements qui ont tendance à être en croissance ou stagnants. Donc, on a une différence entre les légumineuses à graines d'une part et les deux cultures, les deux autres cultures concurrentes d'autre part, qui du coup a pour conséquence des écarts de productivité qui se creusent. Donc là aussi, vous l'avez sous forme de carte. Toutes les zones roses, c'est des zones où l'écart de rendement entre légumineuses à graines et non légumineuses s'est creusé. Donc là, par exemple, c'est les zones où l'écart s'est creusé entre févrole et colza. Deuxième résultat, le changement climatique tel que modélisé par cette approche-là a bien eu un impact sur les rendements. Donc là encore, vous l'avez sous forme de carte. Toutes les zones rouges sont des zones où l'impact modélisé du changement climatique a été négatif. Les zones bleues, c'est des zones où l'impact a été positif. Ce qu'on peut voir, c'est que l'impact modélisé dépend des régions. Donc l'impact a été généralement plutôt positif dans le nord et négatif dans le sud. Ça dépend aussi des cultures. L'impact a été plus fortement négatif pour la févrole et le pois que pour le colza et le blé.
Et ça dépend aussi des zones qu'on considère. Si on prend les années 80, l'impact modélisé du changement climatique est relativement peu marqué, et il est beaucoup plus marqué si on prend les années 2015 à 2020. Donc un impact qui s'accentue avec le temps. Et ce qu'indique cette modélisation, c'est que le changement climatique a contribué à creuser ces écarts entre légumineuses et non légumineuses sur 30 à 50% de la zone, si on prend les années 2015. Et si maintenant on se projette en prenant le scénario de plus forte émission, on constate que les écarts modélisés continuent de se creuser dans le futur. Donc en 2040, qui maintenant est dans plus si longtemps, les écarts continuent de se creuser sur 15 à 40% de la zone, et en 2060, sur 20 à 60% de la zone. Donc conclusion de cette étape de modélisation, les rendements des légumineuses à graines se sont effectivement davantage dégradés que ceux de cultures concurrentes. Une partie de cette évolution peut être attribuée au changement climatique et les écarts modélisés continuent de se creuser dans le futur. Ce qui pose la question de quelles adaptations mettre en place pour pouvoir maintenir ces cultures-là et les développer en Europe. Donc c'est l'objet de mon axe 4. J'ai choisi d'étudier en particulier les politiques publiques qui avaient été identifiées et dans les entretiens et dans la littérature comme une piste prometteuse pour l'adaptation. Donc là, dans cet axe-là, je vais sortir du cadre strict du changement climatique puisque les politiques publiques conçues dans cet axe-là permettent de s'intéresser à la fois au changement climatique et au verrouillage des systèmes en défaveur de ces cultures-là. Donc l'idée, c'est comment repenser les politiques publiques pour qu'elles créent des conditions favorables à l'augmentation des surfaces face au changement climatique. Pour cela, j'ai mis en œuvre une démarche de conception innovante qui s'appuie sur la théorie CECA. La théorie CECA, c'est une théorie qui modélise l'innovation comme l'expansion de deux espaces. L'espace C qui représente un espace d'idées et l'espace K qui représente toutes les connaissances disponibles ou à créer pour générer ces idées. Dans ce processus, on part d'un inconnu désirable, qui est quelque chose qu'on souhaite atteindre, sans savoir exactement quelle forme il va avoir et sans savoir quel est le chemin pour l'atteindre. On va générer un certain nombre de concepts, on va explorer des idées, et certaines vont être en rupture avec le paradigme dominant qui désigne ce qui existe déjà. Donc j'ai procédé en deux temps. J'ai commencé par déjà décrire le paradigme dominant pour savoir d'où on part. Donc pour ça, j'ai réalisé une revue de la littérature scientifique et de la littérature grise sur un certain nombre de politiques publiques qui s'appliquent aux légumineuses à graines en Europe et en France. J'ai eu l'occasion d'analyser plus en détail un dispositif particulier qui est l'appel à projet structuration des filières protéines végétales qui avait été mis en place dans les années 2020 en France dans le cadre de la stratégie nationale protéines végétales. Et une fois que j'ai eu décrit ce paradigme dominant, j'ai animé deux ateliers de conception avec des chercheurs, des acteurs des politiques publiques, des acteurs impliqués dans les filières, pour essayer d'aller au-delà, de dépasser ce paradigme dominant. Donc, quelques résultats sur les politiques publiques actuelles qui touchent les légumineuses à graines. Pendant longtemps, le dispositif de soutien privilégié à ces cultures-là, ça a été la PAC, la politique agricole commune, avec donc un certain nombre de dispositifs de soutien que j'ai évoqués en introduction. La principale critique qu'on peut faire à ces dispositifs-là, c'est que c'était des dispositifs de soutien qui étaient axés sur le soutien uniquement aux agriculteurs, avec une logique à plutôt court terme. Et par conséquent, lorsque ces dispositifs évoluaient ou que le niveau de soutien diminuait, le risque, c'était un abandon de la part de certains producteurs. Et donc, les évolutions successives de ce dispositif-là, finalement, n'ont pas permis de compenser la baisse de compétitivité de ces cultures. Pour vous l'illustrer, je vous montre ici le niveau de produits bruts et d'aide par hectare pour le blé, le pois et le soja. Dans les années 90, on part d'un niveau à peu près égal, avec un soutien un petit peu plus fort pour le pois et le soja. Et on voit que dans les années 2020,
le différentiel entre pois et blé, par exemple, s'est beaucoup creusé par rapport aux années 90. La PAC est évidemment pas le seul dispositif de soutien qui existe. Il existe un certain nombre de leviers potentiellement au niveau des politiques publiques d'investissement dans la recherche, des politiques publiques alimentaires et climatiques, mais avec là encore un certain nombre de limites. En particulier le fait que ce sont des dispositifs qui souvent manquent de cohérence entre eux, euh, qui pour la plupart sont peu incitatifs ou peu contraignants. Je pense par exemple aux politiques nutritionnelles qui souvent ne rémunèrent pas les autres services que le rendement, et en particulier la production d'azote. La fixation d'azote est quelque chose qui n'est pas rémunéré par ces politiques publiques, ou peu. C'est des politiques publiques qui prennent peu en compte l'enjeu d'adaptation au changement climatique pour ces cultures-là. Je n'ai pas le temps de détailler le dispositif d'appel à projet, mais les conclusions qui ressortent de l'analyse sont à peu près similaires, à savoir que c'est un dispositif qui a permis de lever un certain nombre de freins en permettant des investissements à certains maillons des filières, mais qui n'a pas permis aux acteurs de coordonner leurs actions et d'induire une vraie dynamique sur le long terme pour ces filières-là. Donc les ateliers qui ont suivi visaient à explorer largement des idées pour dépasser les limites de ces politiques publiques actuelles. Donc ça a généré une grande diversité d'idées que je ne vais pas toutes vous présenter pour vous montrer quelques idées que les participants des ateliers ont eues et la manière dont toutes ces idées touchent l'ensemble des maillons des filières. Donc, par exemple, les participants ont proposé une stratégie qui s'appuierait sur des dispositifs de subvention de l'azote fixé au niveau de la production, des dispositifs au niveau de la subvention de silos partagés, par exemple, pour faire face à un certain nombre de difficultés logistiques au niveau de la collecte, des réglementations au niveau de la transformation et de la distribution. Par exemple, ils ont imaginé un pourcentage minimal de sourcing français dans certains produits transformés ou un plafonnement des marges de la grande distribution sur certains produits, dont les légumineuses à graines. Ils ont imaginé que ça pourrait être combiné avec des leviers au niveau de la consommation. Donc certains leviers imaginés, c'était des cours de cuisine, plus de temps pour cuisiner, donc des emplois du temps aménagés pour pouvoir cuisiner, un prix de la cantine proportionnel à l'empreinte environnementale du repas. Tout ça associé à des leviers au niveau des programmes de recherche, donc des programmes de sélection publique par exemple, et des leviers aussi au niveau des compétences des agents. Et en particulier, ils ont évoqué l'idée d'introduire un module sur le verrouillage et le déverrouillage des systèmes sociotechniques dans la formation initiale des agents de l'État. Donc par rapport à ce qui existe déjà, l'originalité, c'était déjà que c'était des idées très très diverses, mais que ce qui a été soulevé, c'est la nécessité d'avoir un plan d'action coordonné systémique où l'impact d'une action soit systématiquement réfléchi à l'échelle de la filière et des conséquences que ça va avoir sur tous les autres acteurs. Et de mettre de la cohérence entre ces maillons. Et pour ça, les participants ont identifié le fait qu'on allait avoir besoin de mettre en place d'autres modes d'organisation. Et donc, ils ont un peu réfléchi à la forme que pourraient prendre ces nouveaux modes d'organisation pour permettre de dépasser la logique en silo et de renforcer le dialogue avec les parties prenantes. Donc, pour résumer les idées et les débats qui ont eu lieu pendant ces entretiens, je vous propose deux scénarios un petit peu caricaturaux qui représentent deux extrêmes de modes d'organisation possibles à partir des idées des participants. Dans le premier scénario, les participants ont imaginé la mise en place d'une stratégie nationale, comme il existe déjà. La différence, c'est que cette stratégie nationale est réfléchie de manière systémique en prenant en compte cette notion de verrouillage des filières, mise en place au niveau d'une structure transversale qui serait à créer au niveau national et co-construite avec les parties prenantes, déclinée ensuite au niveau local et complétée par des accords internationaux. Donc, un plan d'action multi-échelle qui serait plutôt piloté par l'État.
Deuxième mode d'organisation identifié par les participants, c'est de laisser la main aux innovations au sein des territoires, par exemple dans des projets existants au niveau des démonstrateurs territoriaux, mais d'essayer de mettre en place des dispositifs de soutien qui soient uniques, qui soient plus faciles pour ces acteurs-là, qui soient surtout sur un financement sur du long terme, avec la mise en place d'animateurs au niveau des services déconcentrés qui soient dédiés au soutien de ces projets-là et à l'accompagnement et un observatoire des innovations au niveau national qui permettent de capitaliser sur tous ces différents projets dont les connaissances ne sont pas toujours valorisées à la fin des projets. Donc l'originalité par rapport au mode d'organisation qui existe déjà, c'est la création à chaque fois de structures transversales pour dépasser la logique en silo, le dialogue accru avec les parties prenantes et à chaque fois des boucles de dialogue, de capitalisation des connaissances et de rétroaction qui permet des ajustements si les conditions, le contexte change et en particulier le contexte climatique. Et la principale différence, c'est que le premier scénario, c'est une approche plutôt par le haut et le deuxième plutôt par le bas. Donc en conclusion, cette analyse a permis de mettre en évidence un certain nombre de limites des dispositifs actuels et d'imaginer un certain nombre d'idées pour dépasser ces limites. En conclusion, les résultats des différents axes que je vous ai présentés convergent pour mettre en évidence un impact du changement climatique sur les légumineuses à graines. Donc ça permet de confirmer, ça vient valider ma première hypothèse en la nuançant toutefois en fonction des espèces et des régions qu'on considère. C'est des résultats qui sont cohérents avec ce qu'on sait par ailleurs du changement climatique et de ses impacts sur d'autres cultures. Mais pour le cas des légumineuses à graines en particulier, ça a plusieurs implications. Un impact négatif du changement climatique sur les rendements de ces cultures, c'est potentiellement des légumineuses à graines qui sont moins attractives pour les acteurs et en particulier pour les agriculteurs. Et donc des difficultés à atteindre nos objectifs de développement de ces cultures-là. On sait qu'un certain nombre de services, et en particulier la fourniture d'azote, sont corrélés au rendement. Donc un impact négatif sur les rendements, c'est aussi des légumineuses à graines qui rendent de moins en moins les services qu'on en attend. Donc en définitive, le changement climatique peut compromettre l'augmentation des surfaces, voire même leur maintien, et diminuer le service d'atténuation du changement climatique qu'on en attend. Ce que je montre dans la thèse, c'est que c'est un défi qui s'ajoute au verrouillage existant. Donc le changement climatique, ça peut, pour certaines espèces et dans certaines zones, diminuer les rendements ou augmenter l'instabilité des rendements, faire peser des incertitudes sur la variabilité des filières, ce qui vient renforcer le verrouillage. Et en retour, le verrouillage qui est caractérisé notamment par un faible investissement un faible investissement historique dans la sélection et la R&D peut venir freiner l'adaptation. Donc le soutien à ces espèces-là nécessite de prendre en compte ce mécanisme d'auto-renforcement qui peut exister et de considérer les opportunités que peut offrir le changement climatique pour le déverrouillage, par exemple au niveau d'opportunités pour de nouvelles espèces ou via le fait que le contexte climatique peut augmenter l'intérêt pour un certain nombre de services fournis par les légumineuses, notamment l'azote. Dans ma thèse, j'ai utilisé des approches de machine learning pour modéliser le rendement des légumineuses à graines. Et ce que ça a permis de montrer, c'est l'intérêt de cette approche-là pour les cultures mineures. En particulier, les modèles que j'ai développés ont une bonne capacité prédictive qui est comparable à celle des modèles mécanistes utilisés dans la littérature. Donc, une performance qui, en tous les cas, via cette évaluation-là, qui est à peu près similaire, avec des avantages en plus, en particulier le fait que ça permet de valoriser des données de rendement avec un temps de calcul très réduit. Donc, ça semble une approche particulièrement intéressante pour les cultures mineures, pour lesquelles il y a beaucoup moins de modèles mécanistes qui ont été calibrés et évalués. Les principales limites que je vois, c'est la taille du jeu de données nécessaire. La taille du jeu de données a été limitante pour appliquer cette approche à la lentille et au pois chiche, par exemple, pour lequel je n'ai pas réussi à atteindre cette taille de jeu de données suffisante. Et puis, une grosse limite, c'est le fait que les données que j'ai utilisées ne prennent pas en compte un certain nombre de facteurs, notamment les pratiques, et ne permettent pas de distinguer entre cultures irriguées ou non irriguées, ou entre cultures d'hiver et cultures de printemps, ce qui peut être une grosse limite pour certaines applications.
Ce que mon travail de thèse a montré, c'est que cette approche de machine learning est a priori pertinente pour modéliser des évolutions tendancielles et étudier le rendement de cultures annuelles et pouvoir comparer le rendement de cultures annuelles. C'est des données qui peuvent être intéressantes pour certains acteurs, notamment des politiques publiques, pour la planification de l'adaptation au niveau des coopératives, de l'industrie, etc., mais qui peuvent être plus limitées pour d'autres acteurs, et en particulier pour les agriculteurs, euh, pour la raison que le tri en thèse, je me suis posé la question de l'impact du changement climatique sur les rendements à l'échelle annuelle. Il y a d'autres questions de recherche qui seraient pertinentes pour ces cultures-là. En particulier, l'impact du changement climatique sur la variabilité des rendements, puisqu'on sait que c'est d'ores et déjà un frein à leur adoption par les agriculteurs. Donc ce serait une question qui serait intéressante à se poser. Et une autre question qui me semble pertinente à ce stade, c'est l'impact du changement climatique à l'échelle de la rotation, puisqu'on sait que c'est des cultures dont l'intérêt se fait au niveau de la rotation, étant donné les services qu'elles fournissent. Donc, à l'issue de ma thèse, ça pourrait être une perspective de travail de savoir comment adapter l'approche que j'ai mis en œuvre dans ma thèse pour répondre à ces nouvelles questions de recherche. Une autre perspective que je voudrais soulever, c'est la question de la place de la modélisation dans le processus de conception de solutions d'adaptation. Dans ma thèse, j'ai utilisé la modélisation dans les phases de partage de connaissances des ateliers de conception comme un outil permettant de dresser un constat assez général, de motiver le problème et de motiver la recherche de solutions. Il y a d'autres travaux qui mettent la modélisation au cœur du processus de conception, ce qui a l'avantage, par exemple, de pouvoir étudier les stratégies d'adaptation proposées et de pouvoir les tester et les comparer. Donc, ça me semble une question à soulever, celle de la place de la modélisation dans ce processus de conception. J'ai choisi de suivre la piste des politiques publiques pour l'adaptation parce que ça avait été évoqué dans les entretiens comme une piste intéressante, parce que ça ressortait de la littérature, parce que je fais partie du corps des ingénieurs des ponts et des forêts, donc avec un certain tropisme pour les politiques publiques qui n'a pas été étranger à ce choix-là. Ce qui me semble intéressant à discuter, c'est le fait que l'utilisation de la conception innovante s'est révélée assez intéressant dans ma thèse. Et en particulier, la conception innovante s'est avérée un outil pertinent pour la conception de politiques publiques, puisque ça a permis de réunir dans un temps assez court. Le temps des agents de l'État est souvent assez contraint, mais ça a permis de réunir dans un temps assez court des acteurs, d'avoir un âge assez privilégié et de génération d'une grande diversité d'idées. Donc, ça identifie dans la lignée d'autres travaux la conception innovante comme un outil intéressant pour la conception de politiques publiques. Ça soulève plein de questions, notamment comment opérationnaliser les résultats de ces ateliers. Dans les ateliers que j'ai animés, on a eu le temps de faire la phase d'exploration. On a balayé une diversité d'idées assez large. Ce qui aurait été intéressant, si le temps l'avait permis, ça aurait été de pouvoir approfondir certaines de ces pistes et de pouvoir faire collectivement une phase de proposition. Là, la phase de proposition, c'est moi qui l'ai faite après les ateliers. Ce serait intéressant de réfléchir à l'après et à comment on peut collectivement construire ces propositions. Pour moi, ça pose aussi la question de la place de l'agronome dans ce processus de conception par rapport aux autres parties prenantes. Et d'autant plus que c'est un champ de recherche qui est relativement nouveau en agronomie. Et dans le cas très spécifique de mon sujet, la question des spécificités du changement climatique et des difficultés que ça engendre pour la conception et la conception de politiques publiques en particulier. Les principales contraintes étant le fait que
Ça impose un contexte climatique avec des événements inédits, inconnaissables, des contraintes qu'on connaît bien liées au long terme et aux difficultés à concevoir des politiques publiques sur le long terme. Et par ailleurs, c'est un processus dynamique, donc qui nécessite aussi d'avoir une capacité d'adaptation, d'ajustement, et par exemple de pouvoir faire appel à de la conception pas à pas pour pouvoir reboucler sur les politiques qu'on conçoit. Et finalement, et je terminerai là-dessus, j'ai exploré cette piste des politiques publiques. C'est bien évidemment pas la seule piste pour l'adaptation. Il y a plein d'autres pistes qui ont été soulevées dans la thèse et qui n'ont pas été approfondies et qui mériteraient un approfondissement, notamment la question du déplacement des aires cultivées. Il y a de nombreux travaux qui existent qui étudient l'expansion des zones favorables au soja vers le nord de l'Europe. Les modélisations que je propose montrent des aspects, des disparités spatiales assez marquées pour le pois et la févrole. Donc cette question de comment on déplace les aires de culture est assez intéressante. Pour la lentille et le pois chiche, elle mériterait une étude plus approfondie. Le déplacement des aires cultivées peut évidemment pas être la seule solution parce qu'on ne peut pas se mettre à déplacer toute la production de légumineuses à graines dans le nord parce que c'est aussi des cultures dont on a des services un petit peu partout en Europe. Donc, ça pose la question de l'exploration d'autres pistes, notamment l'évolution des systèmes de culture, puisque c'est des cultures qui peuvent s'insérer dans les systèmes de culture de plein de manières différentes. Donc, ça pose la question de peut-être optimiser leur place dans les systèmes de culture ou reconcevoir des systèmes de culture robustes intégrant des légumineuses à graines, comme ça a été fait pour d'autres cultures, comme par exemple le colza. Et puis, dans ma thèse, j'ai considéré uniquement des espèces qu'on cultive à l'heure actuelle, mais des espèces exotiques comme le niébé, par exemple, sont des pistes qui sont de plus en plus évoquées pour l'Europe. Et j'ai centré mon sujet volontairement sur les légumineuses à graines parce qu'elles elles concentrent et elles rendent un certain nombre de services. Mais étant donné les difficultés constatées et mises en évidence sur le rendement, ça pose la question de est-ce que ce ne serait pas pertinent aussi de se tourner vers d'autres légumineuses, notamment les légumineuses fourragères, qui rendent des services, notamment la fourniture d'azote, sans savoir cette question de production de rendement et production de protéines. Voilà. Merci pour votre attention. Et, je suis prête à répondre à vos questions.